recevons aujourd'hui Géraldine Ravier. C'est moi qui vous reçois en fait, si vous êtes chez moi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc Géraldine Ravier, vous êtes actuellement consultante associée chez More Human Partners, qui est le cabinet de conseil en ressources humaines. Vous avez été journaliste chroniqueuse à France 2 et France 3, où vous avez notamment animé avec Xavier Pomereau la rubrique Le Monde des ados. Et vous avez été rédactrice en chef de Cubic, le magazine du Grand Bordeaux, et également cofondatrice du collège expérimental de Clistène. Donc nous sommes là aujourd'hui pour parler de cette nouvelle génération dite Z. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez rappeler à nos téléspectateurs qu'est-ce que la génération Z? Comment la décririez-vous? Alors la génération Z, il me semble que c'est la génération des moins de 20 ans. Et que c'est une, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est une appellation qui nous permet notamment de pouvoir interroger les pratiques autour du numérique et aussi par extension peut-être, il me semble parmi les choses intéressantes, le rapport que cette nouvelle génération peut entretenir avec le savoir, avec la hiérarchie, avec la capacité à faire différentes choses en même temps, etc. Voilà, c'est tout à fait ça. Bon, est-ce que alors vous jugeriez que cette lecture classificatrice de la société est pertinente aujourd'hui? Est-ce que entre la génération Y qui a précédé et la génération X, il y a vraiment quelque chose de fulgurant, enfin, de notable? Je ne me sens pas suffisamment experte pour pouvoir répondre à cette question. Il me semble en tout cas que parmi les choses intéressantes qui caractérisent cette génération, en tout cas moi, parmi les questions que j'aime creuser, c'est qu'on entend beaucoup de choses autour du cerveau, qui aurait évolué. Et je pense que incontestablement, ces jeunes-là, cette génération-là, a une vraie capacité à faire plusieurs choses en même temps, véritablement. Donc quand on est en train de râler en disant à son gamin qu'il ne peut pas être sur l'ordi en même temps, regarder la télé, etc. Alors je ne dis pas qu'on fait tout bien en même temps, je pense qu'on fait moins bien quand on fait deux choses et que toutes les études le montrent. Néanmoins, je pense qu'ils sont bien plus capables de le faire. Alors pas que vous, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes juste à la frontière 20 ans, peut-être, voilà, 20 c'est ans. ça. Donc moi, En tout c'est cas, l'ancienne génération. voilà, mieux que moi. En revanche, je pense que parmi les choses que cette génération-là fait nettement moins bien, il me semble que c'est tout ce qui est de l'ordre on va dire, du travail au long cours, de la concentration et de la capacité à argumenter. Je trouve que, alors moi qui ai pas mal d'étudiants, cette difficulté-là, je trouve qu'il y a c'est très superficiel en fait le rapport au savoir et qu'il y a beaucoup de, ça picore beaucoup. D'accord, donc là vous parlez par rapport au système éducatif, Oui. voilà, ce que vous avez observé pendant votre expérience, d'accord. Et quand par exemple Georges Nurdin, le directeur de Paris Business School, qualifie la génération Z allègrement d'inculte, sans mémoire, qui pense que l'histoire commence à Mark Zuckerberg. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il faut peser le pour et le contre, qu'il y a des choses qui se sont améliorées, mais en même temps qu'il y a des choses que les enfants savent Alors pas faire? on est toujours le con et l'inculte de quelqu'un. Et il me semble que probablement il y a un certain nombre de connaissances que cette génération-là a, que lui n'a pas, et inversement. Après, ça pose des vraies questions, mais ça fait longtemps qu'on se pose ces questions-là sur quelles sont les choses fondamentales que l'école doit transmettre. Et est-ce qu'aujourd'hui, on a un socle commun de connaissances qui nous permet de faire société et d'être une nation qui s'adosse à quelque chose de commun? Ça, il me semble que non. Mais parce que moi j'ai un regard aussi sur l'éducation nationale qui n'est pas très tendre. Je trouve que c'est vraiment une machine à fabriquer de l'injustice et de l'inégalité, et que celles et ceux qui ont la chance d'avoir la bibliothèque familiale au pied du berceau iront dans les grandes écoles, là où il y a consensus et connivence sur un savoir. C'est-à-dire que les classes moyennes, les profs des classes moyennes, de Sciences Po, etc., se reconnaissent dans les bons élèves qui ont eu les discussions familiales intéressantes et la culture. Et c'est pas l'école qui transmet ça aujourd'hui. Et ça c'est scandaleux. Oui. Ça, c'est véritablement scandaleux. Ça, vous me parliez tout à l'heure de Clistène, c'est pour cette raison-là que nous avons souhaité justement créer un collège
qui peut apporter à des gamins qui n'auraient pas la chance d'avoir ces discussions-là, d'avoir une ouverture sur le monde et une culture qui leur permet d'être des citoyens, c'est-à-dire d'avoir de l'envie, de pouvoir faire des connexions entre des savoirs, de faire du sens dans les apprentissages et pas d'être uniquement sur un empilement de connaissances qui finalement, comme ça n'a pas de sens et ça n'a pas d'intérêt, on les oublie. Si tant est qu'on les ait acquis, ces savoirs-là, on les oublie dès que c'est fini. Et quand on arrive à la fin d'une scolarité et qu'on essaie de se rappeler quelles sont les choses qui sont importantes, Ouais, qu'est-ce qui a fait sens. Ce Mm-hmm. qui a fait sens, c'est le partage et la collaboration et être autour de... Je sais pas, je pense que vous, ce dont vous vous rappellerez plus tard dans vos études, quand vous serez plus âgé, etc., vous vous rappellerez très probablement des projets que vous avez Bien menés. sûr. Et c'est ça, et de se dire, ben voilà, on nous pose une équation à résoudre, on nous file un challenge, on nous met sur une problématique interdisciplinaire, et on se relève les mains et on essaye de bidouiller, on s'entraide, etc. C'est ça qui fait sens. C'est pas d'apprendre des dates les unes à la suite des autres qu'on oublie. Et après, effectivement, quand on parle de génération inculte, on dit, bah oui, oui, mais ça intéresse qui? Voilà, Moi, je sais ça. que Oui, pour avoir discuté avec des historiens pédagogues, des vrais historiens, ils disent, mais 10 dates, ça suffit. Du moment qu'on a une chronologie dans la tête, c'est ça qu'il faut. Il faut avoir des connaissances sur des grands moments importants et ne pas avancer dans la vie comme un cloporte parce que tout ça est très mélangé. Oui, bien sûr. Donc, enfin, concrètement, c'est le système éducatif qui est à repenser en fonction de cette génération qui arrive et qui devrait être bouleversée. Moi, je pense que je pense que le système éducatif, indépendamment de cette génération-là, mais a fortiori avec cette génération-là, ça fait longtemps que le système éducatif aurait dû être bouleversé pour qu'il y ait plus de plaisir, pour qu'il y ait plus de justice et qu'il y ait plus de sens. A fortiori avec cette génération-là et avec surtout avec l'incroyable richesse que les nouvelles technologies permettent en termes de remédiation et d'égalité. C'est-à-dire que quand on connaît un peu l'intelligence artificielle et qu'on voit ce que ça peut permettre en termes de remédiation, c'est fabuleux et ça ouvre un champ des possibles extraordinaire. Mais ça, on va obliger les enseignants à être formés différemment, à être recrutés non pas au prisme de leurs compétences académiques, mais avec... Enfin, il faut des pédagogues, pas besoin d'être un super connaisseur en maths pour pouvoir faire passer les équations. Il faut plutôt savoir comment fonctionne une classe, qu'est-ce que c'est qu'une dynamique de classe, se poser des questions qui sont beaucoup plus d'ordre éducatif et des vraies questions de pédagogie. Et pour ça, l'outil numérique, s'il est bien utilisé, voilà. offre à mon avis des possibilités incroyables. Et ça ne va pas du tout reléguer l'enseignant à statut de... Non, en revanche, il va être un facilitateur, il va être un accompagnateur, il va être un guide. C'est extrêmement noble, je trouve, que de pouvoir être un guide auprès d'une nouvelle génération, parce que de toute manière, le savoir est accessible tout et partout. Grâce justement à ce numérique qui Exactement. est omniprésent aujourd'hui, donc c'est pas aller chercher l'info qui est un problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on la hiérarchise, et toutes ces questions-là. Et de toute manière, la révolution, elle va se passer dans l'éducation nationale tardivement, à mon avis, pas pour tout de suite, parce qu'on manque de moyens, on manque de formation, et que le grand soir n'est pas arrivé, c'est pas pour demain. Mais dans les années à venir, on va évidemment bouleverser le rapport à l'éducation avec le numérique. Bien sûr. Alors, puisqu'on parle de numérique et que vous êtes dans une école qui prépare les managers et les leaders de demain, la conviction que moi je me suis forgée, c'est que vous êtes une génération qui est un peu sacrifiée. Alors on dit toujours que vous avez une grande capacité à être très intuitif, à comprendre qu'une fois qu'on s'est servi une fois d'un smartphone, on peut aller sur une tablette, etc. Tout ça est vrai. Et moi, je constate que les étudiants que j'accompagne dans des écoles de commerce ou à la fac ont une véritable inculture, à la fois sur la culture numérique et digitale, c'est-à-dire les grands enjeux, comment est-ce qu'on fait un business plan agile, qu'est-ce qui se passe dans la Silicon Valley et tous les grands enjeux autour du big data, etc. Par exemple, de se dire qu'en 2020, 8% du PIB sera autour du traitement des données, du nombre incroyable d'emplois qui vont être autour du traitement des données. Et en fait, c'est pas du tout de votre faute, hein, c'est juste qu'il n'y a jamais personne qui vous a formé à ça. Et avoir une culture autour de ces enjeux-là, à mon avis, est absolument fondamental. Et il me semble que les managers et les leaders de demain, qui auront eu la chance de pouvoir avoir un petit bout de cette culture-là, c'est-à-dire comprendre les grands enjeux autour de la culture numérique et digitale, et savoir coder, seront des gens qui auront du pouvoir. Pourquoi ? Parce que quand on sait coder, c'est tout le périmètre décisionnel qui s'élargit. Jusqu'à présent,
Le pouvoir appartenait aux mains des top managers et de ceux qui ont donc l'argent et le pouvoir. À partir du moment où on sait coder, je vous donne un exemple très très simple. Demain, vous décidez avec votre camarade qui est derrière la caméra et qui a de nombreuses compétences, vous décidez d'ouvrir un business et vous voulez savoir si il serait intéressant, par exemple, de se lancer sur la jupette en cuir imprimée, ce qu'on pourrait dire coccinelle. Pour prendre un exemple parfaitement cohérent. Si vous savez coder, vous êtes capable, par exemple, d'interroger en moins de deux les 200 blogs les plus intéressants, les plus porteurs, les plus importants en France, et de savoir combien de fois le mot jupette en cuir imprimé beau de je sais plus quoi est sorti dans les 3 derniers mois. Et vous êtes capable de lancer par exemple votre business en ayant l'info. De la même manière, vous souhaitez savoir faire se corréler l'hydrométrie avec le salaire d'un pays pour pouvoir implanter un business en cacao. Vous êtes capable de traiter toutes ces données-là. Et les managers et leaders de demain, et même les cadres sup qui sauront un tout petit bout codé et qui auront juste un bout de vision autour de qu'est-ce que c'est que l'entreprise digitale et numérique de demain, c'est ceux-là, véritablement ceux-là, qui trouveront du travail, qui trouveront du bon travail. Et ça, c'est un véritable enjeu pour demain. Pour vous donc. Oui, non, on en est conscient et c'est vrai que c'est plein de sens ce que vous dites. Et alors moi je vous conseille d'aller voir, il y a un gars qui est formidable et qui s'appelle Oussama Amar, qui est à Paris et qui a un incubateur justement dans le digital et dans le numérique, qui fait des vidéos en ligne, et c'est un petit génie. Il a monté sa première start-up à 13 ans, et il ne faut pas se fier aux apparences parce qu'il est un peu rond, un peu comme ça, et en fait c'est un gars qui est hyper agile et hyper brillant, et ça pour vous ça pourrait être vachement intéressant parce qu'il est très branché autour des questions du digital et du numérique. Très bien, donc le digital et le numérique comme nouvel enjeu de pouvoir et à exploiter comme nouvelle opportunité. Exactement, c'est une conclusion qui est parfaite. Merci beaucoup.